affreuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revienne aujourd'hui? Oui, Qu'il arrive ce matin même? ce matin même. Et qu'il revienne dans la résolution de me marier? Oui, Avec une fille du seigneur Géronte? du Seigneur Géronte. Et cette fille a été demandée de Tarente ici pour cela? Oui, Tu tiens ces nouvelles de mon oncle, de votre oncle. à qui mon père les a mandées par une lettre? Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires? Toutes nos affaires. À part si tu veux! Et te fait point de la sorte arracher les mots de la bouche! Qu'ai-je à dire davantage? Vous dites les choses tout justement comme elles sont et vous n'oubliez aucune circonstance. Conseille-moi du moins. Et me dis ce que je dois faire de ces cruelles conjonctures. Je m'y trouve autant embarrassée que vous, et j'aurais bon besoin que l'on me conseille à moi-même. Je suis assassiné par ce maudit retour. Je ne le suis pas moi. Quand mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuse réprimande. Les réprimandes ne sont rien, et plus au ciel que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien la mine, pour moi, de payer plus cher vos folies. Et je vois au loin se dresser un nuage de coups de bâton qui crânera sur mes épaules. Au ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve? C'est ce à quoi vous deviez songer avant que de vous y jeter. Ah, tu me fais mourir par tes leçons de saison! Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Qu'est-ce donc, Seigneur Octave? Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous? Quel désordre est-ce là? Je vous vois tout troublé. Ah, Scapin. Je suis perdu. Je suis désespéré. Je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non? Mon père arrive, avec le seigneur Géronte. Et ils veulent me marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non, mais il ne tient qu'à vous que je ne la sache bientôt. Et je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Ah, Scapin, si tu pouvais trouver quelques machines, forger quelques inventions pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour les fabriques de toutes ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire, sans vanité, on n'a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressort et d'intrigue, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Et ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui. Et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Une aventure où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice? Oui, et on nous a fort mal avec moi. Je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Basta, ne laissez pas de me conter votre aventure. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que mon père et le seigneur Géronte s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde un certain commerce où leurs intérêts sont uniques. Je sais cela. Et que Léandre et moi, nous furent laissés par nos pères. Moi, sous la conduite de Sylvestre, et Léandre, sous ta direction. Oui, je me suis fort bien acquitté de ma charge. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne, dont il devint amoureux. Oui, je sais cela encore. Comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt part de son amour, me mena voir cette fille, que je trouvais belle à la vérité, et non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle, chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté, sa grâce, me louait son esprit et me racontait avec transport les charmes de son entretien, dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles, et qui s'efforçait toujours de me faire trouver le plus spirituel du monde. Il me querellait quelquefois de ne pas être assez sensible aux choses qu'il me venait dire, et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour ces feux de l'amour. Et où est-ce que cela nous mène? Un jour, que je l'accompagnais chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, dans une petite ruelle d'une maison écartée, quelques plaintes, mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères, et qu'à moins d'être insensibles, nous en serions touchés. Je ne vois pas encore où ceci veut aller. La curiosité me fit presser Léandre de voir ce que c'était. Nous entrons dans une petite pièce où il y avait une vieille femme mourante, entourée d'une servante qui faisait des regrets, et d'une jeune fille, toute fondante en larmes, la plus belle, la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Ah ah! Une autre réparut effroyable dans l'état où je te dis, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe
Et ses brassières de nuit étaient que de simples futaies. Sa coiffure était une cornette jaune, retroussée au haut de sa tête, et qui laissait tomber ses cheveux en désordre sur ses épaules. Et malgré tout, faite comme cela, elle brillait de mille attraits. Je sens venir les choses. Ah, Scapin, si tu l'avais vue en l'état où je te dis, tu l'aurais trouvée admirable. Assurément, sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ses larmes n'étaient point de ces larmes qui défigurent un visage. Elle avait à pleurer une grâce touchante, et sa douleur était la plus belle du monde. Oui, je vois tout cela. Elle se jetait amoureusement sur le corps de cette mourante qu'elle appelait sa chère mère. Et il n'y eut personne qui n'eût l'impercé de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant. Et je vois bien que ce bon naturel-là vous l'a fit aimer. Ah, Scapin, un barbare aurait aimé. Assurément, le moyen de s'en empêcher. Après quelques paroles dont je tâchai d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes. Et, demandant à Léon ce qu'il trouvait de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Je fus piqué de la froideur avec laquelle il m'en parlait, et ne voulut point lui faire découvrir les effets que ces charmes avaient eu sur mon âme. Si vous n'abrégez ce récit, nous y voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne serait plus vite qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées par la servante, devenue gouvernante par le trépas de la mère. Voici mon homme au désespoir. Il presse, supplie, conjure, point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille honnête, et qu'à moins que de l'épouser, ne peut subir ses poursuites. Voici son amour augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. Mais j'entends. Maintenant, mais avec cela, le retour imprévu du père, qu'on n'attendait que pendant 2 mois. Il a découvert que l'oncle a fait de notre mariage, et de l'autre mariage que l'on veut faire de lui, d'une fille que le seigneur Géronte aurait eu à Tarente. Et, ajoute tout cela, l'indigence se trouve cette charmante affligée, et l'impuissance où je suis, d'avoir de quoi la secourir. Et c'est tout. Vous voilà bien embarrassés tous deux par une bagatelle. C'est bien là de quoi se tente à l'armée. N'as-tu point de honte, toi, de demeurer court à si peu de choses? Que diable, te voilà grand et gros comme père et mère. Tu ne saurais trouver dans ta tête, forger dans ton esprit quelques petites ruses galantes pour ajuster vos affaires. Fille, peste soit du butor. Je voudrais bien que l'on m'eût donné autrefois nos 2 vieillards à duper. Je les aurais joués tous deux par-dessous la jambe. Et je n'étais pas plus grand que cela que je me signalais déjà par 100 tours d'adresse jolie. Il est vrai que le ciel ne m'a pas donné tes talents, et je n'ai pas l'esprit, comme toi, d'aller me brouiller avec la justice. Voici mon aimable Oh, Hyacinthe. dame, est-il vrai ce que Sylvain vient de dire à Nérine? Que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe. Et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelques infidélités? Et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oui, je suis sûr que vous m'aimez, Octave. Mais je ne suis pas que vous m'aimiez toujours. Eh bien, peut-on vous aimer qu'on vous aime toute sa vie? Je vous dis, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre. Et que les ardeurs que les hommes font voir sont des flammes qui s'éteignent aussi facilement qu'elles naissent. Mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes. Et je sens bien pour moi que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous pensez ce que vous dites. Et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères. Mais je crains en vous un pouvoir qui combattra les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Et je suis sûr que je mourrai si ce malheur m'arrive. Il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Je préférerais quitter le pays, le jour même s'il en est besoin, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, pour celle que l'on destine sans l'avoir vue, une averse effroyable. Et, sans vouloir être cruel, je préférerais que la mer l'écartât d'ici à jamais. Ne pleurez donc point, belle Hyacinthe, car vos larmes me tuent. Et je ne puis les voir couler sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes larmes. Et j'attendrai d'un inconstant ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel le sera favorable. Il ne saurait m'être au contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai. Assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi. Et je la trouve assez passable. Voici un homme qui, s'il le voulait, pourrait nous être d'un secours merveilleux dans tous nos besoins. Et j'ai fait de grands serments de ne me mêler plus de rien au monde. Mais si vous m'en priez bien fort tous deux, alors peut-être... Ah, Scapin, s'il ne tient qu'à te prier bien fort, je t'en conjure, de toute mon âme, de prendre la conduite de notre barque. Et vous, ne me dites-vous rien?
Je vous en conjure à son exemple de bien vouloir servir notre amour. Allez, il faut savoir se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allez, je veux m'employer pour vous. Crois que tu... Allez-vous-en et demeurez en repos. Et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. C'est que cela me fait travailler par avance et j'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Il faut pourtant paraître ferme au premier choc, de peur que sur votre faiblesse, il ne prenne le parti de vous mener comme un enfant. Je ferai du mieux que je pourrai. Allons, tâchez de vous constituer par étude un peu de hardiesse. Voyons, la mine résolue, la tête haute, les regards assurés. Comme cela? Encore un peu davantage. Ainsi? Bon, répétons un peu votre rôle pour voir si vous ferez bien. Imaginez-vous que je suis votre père qui revient et répondez-moi comme si c'était à lui-même. Comment? Tu as l'insolence, fripon, pandard, fils indigne d'un père comme moi, de paraître devant mes yeux après le sale tour que tu m'as joué? Ah, est-ce là le fruit de mes soins, Maraud? Est-ce là le fruit de mes soins? Le respect qui m'est dû, le respect que tu me conserves? Allons donc. Tu as l'insolence, fripon, d'aller te marier de but en blanc avec une inconnue, de contracter un mariage clandestin sans le consentement de ton père? Réponds-moi, coquin, réponds-moi. Voyons un peu tes belles raisons. Oh, que diable, vous demeurez interdit. Mais c'est que... J'imagine que c'est mon père que j'entends. Eh oui, c'est par cette raison qu'il ne faut pas être comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolutions. Assurément. Assurément. Voici votre père qui vient. Oh ciel! Je suis perdu! Voilà, Octave, demeurez, Que Octave. lui dirais-je? Laisse-moi dire, moi, et ne fais que me suivre. A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là? Il a déjà appris l'affaire et elle lui tient si fort en tête que seul il en parle haut. Voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu. Je voudrais bien savoir ce qu'ils pourront me dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de mener la chose? Non, nous n'y pensons pas. Prétendront-ils m'amuser par des comptes en l'air? Peut-être. Ils ne m'en donneront rien à garder. Nous verrons bien. Tous leurs discours seront inutiles. Ne jurons de rien. Mon pandard de fils, je le mettrai en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Quant à ce coquin de Sylvestre, je mourrai de tout. J'étais bien étonnée s'il m'oubliait. Ah, vous voilà. Beau directeur de jeunes gens, sage directeur de famille. Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Tu me dis mot, coquin? Tu me dis mot? Vous vous portez bien à ce que je vois. Mon Dieu, fort bien. Laisse-moi quereller un peu en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Qui, monsieur? Smarola! Pourquoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé pendant mon absence? J'ai bien vu parler de quelques petites choses. Comment quelques petites choses? Une certaine nature? Oui, vous avez quelques raisons. Fils qui se marie de but en blanc sans le consentement de son père! Oui, il y a quelque chose à dire à cela. Et je serais d'avis que vous ne fassiez point trop de bruit. Et moi, je suis d'avis de faire du bruit de tout mon sou. Quoi? Tu trouves pas que j'ai toutes les raisons du monde d'être en colère? Si, fait. J'ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose, car je m'y suis intéressé pour vous, jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je lui ai faite, et comment je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait pour un père dont il devait baiser les pas. Mais quoi, je me suis rendu à la raison, et j'ai considéré que dans le fond, il n'y avait pas tant de tort qu'on pouvait croire. Il n'a pas tant tort d'aller se marier de but en blanc avec une inconnue. Que voulez-vous, monsieur? Il a été poussé par sa destinée. Ah, voilà la plus belle excuse du monde. On n'a plus qu'à voler, tromper, assassiner et dire pour excuse qu'on y a été poussé par la destinée. Ah, mais vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire par là qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'engageait-il? Et voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes, et n'ont point toute la sagesse qu'il leur faudrait pour ne faire rien que de raisonnable. Témoin notre Léandre, qui, malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pire encore que votre fils. Je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune, et n'avez pas en votre temps fait des fredaines comme les autres. J'ai ouï dire, moi, que vous avez été un bon compagnon parmi les femmes, que vous faisiez de votre drôle avec les plus galantes de ces temps-ci, et que vous n'en approchiez point que vous ne poussassiez à bout. Cela est vrai, j'en demeure d'accord.
Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie, et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Et que vouliez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient cela de vous, d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante. Il lui rendit visite, lui conte des douceurs, soupire galamment, fait le passionné. Elle se rend à sa poursuite, il pousse sa fortune, le voilà surpris avec elle par ses parents qui la forcent à la main, le contraignent de l'épouser. L'habile fourbe que voilà. Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié? Oui, monsieur. Voudrais-je vous mentir? Cela m'aurait donné pourtant plus de facilité pour rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui, Ah, vous ne le romprez point? je ne le romprai point. Non, Je n'aurai donc pas les droits de père de la raison de la violence qu'on a faite à mon fils? non, c'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non. Mon fils. Votre fils, voulez-vous qu'il confesse qu'il ait été capable de crainte et que ce soit par force qu'on lui ait fait faire les choses? Il n'a garde d'aller avouer cela. Ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de cela. Il faut pour son honneur et pour le vôtre qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousée. Et je veux pour mon honneur qu'ils disent le contraire. Non, je suis sûr qu'il ne le fera pas. Il le fera ou je le déshériterai? Vous? Moi? Bon. Comment bon? Ah, vous ne le déshériterez point. Je ne le déshériterai point. Non. Et qui m'en empêchera? Vous-même. Je vous connais, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne l'en point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Oui, oui. Comment? Bagatelle. Il ne faut pas dire bagatelle. Mon Dieu, monsieur, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon. Et je suis méchant quand je veux. Finissons ce discours qui m'échauffe la bile. Monsieur, si je puis vous être utile en quelque sorte, vous n'avez qu'à me commander. Va-t'en chercher mon bon arme fils. Pendant que j'irai compter ma disgrâce au Seigneur Géronte. Pourquoi faut-il qu'il soit fils unique? Et que la fille m'a ôté, la seule qui aurait pu être mon héritière. Il est vrai que tu es un grand homme. Et voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent, d'autre part, presse notre subsistance. Et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous. Sois tranquille, la machine est toute trouvée. Je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous soit affidé pour jouer un rôle dont j'ai besoin. Attends, tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Mets la main au côté, campe-toi sur un pied et fais des yeux furibonds. Vas-y, marche un peu en rat de théâtre. Hé, voilà ça qui est bien. Allez, suis-moi. J'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je te conjure au moins de ne point m'allébrouiller avec la justice. N'aie crainte, nous partagerons les périls en frères. Et 3 ans de galère de plus ou de moins ne sont pas pour effrayer un noble cœur. Oui, sans doute. Par le temps qu'il fait, nous aurons nos gens ici aujourd'hui. Et un matelot qui vient de Tarente m'a assuré qu'il avait vu mon homme qui était prêt de s'embarquer. Mais l'arrivée de ma fille voit les choses bien mal disposées à ce que nous nous proposions. Et ce que vous m'apprenez de votre fils rompt étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez point en peine, Seigneur Géronte. Je vous réponds de renverser tout cet obstacle. Et j'y vais travailler de ce pas. Ma foi, Seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise? L'éducation des enfants est chose à quoi il faut se tenir fortement. Sans doute. À quel propos cela? À propos que les mauvais détournements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. J'en demeure d'accord. Mais pourquoi dites-vous cela? Ce que je veux dire par là, c'est que si vous aviez, en brave père, bien morigéné votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. De sorte que vous avez, en si brave père, si bien morigéné le vôtre. Sans doute. Et je serais bien fâché qu'il n'eût rien fait approchant de cela. Et si je vous disais que votre fils, que vous avez, en si brave père, si bien morigéné, avait fait pire encore que le mien? Comment? Comment? Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire, Seigneur Géronte, qu'il ne faut être aussi prompt à condamner la conduite d'autrui, et qu'avant de gloser, il s'agit de regarder devant sa porte s'il n'y a rien qui cloche. Ah, je n'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Alors, auriez-vous lui dire quelque chose à propos de mon fils? Cela se peut. Et quoi alors? Oh, dans mon dépit, votre scapin ne m'a dit la chose qu'à moitié, et vous pourrez, de lui ou de quelque autre, être instruit du détail. Je dois aller aviser des biais que j'ai à prendre avec les avocats. Jusqu'au revoir, Seigneur Géronte. Qu'est-ce que c'est donc encore que cette affaire-ci? Pire que le sien? Mais je ne vois pas comment on peut faire pire. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père dépasse toutes les choses que l'on peut s'imaginer. Ah, vous voilà! Ah, mon père, Doucement, je dois vous doucement, parlons un voir. peu d'affaires. Elle souffrait que je vous Ah, embrasse. doucement, vous dis-je! Quoi? Vous refusez, mon père, que je vous exprime mon transport par mes embrassements? Nous avons quelque chose à démêler ensemble. Et quoi? Tenez-vous droit, je vous vois en face. Comment? Voilà, regardez-moi entre deux yeux. Eh bien, Qu'est-ce que vous avez fait? ce que j'ai fait, Qu'est-ce qui s'est passé ici durant mon absence? que voulez-vous, mon père, que j'ai fait durant votre Ah, absence? c'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui vous demande ce que c'est que vous avez fait. Eh bien, pour moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose. Non, Ah, vous êtes bien résolu. c'est que je suis sûr de Ah, mon innocence. Scapin, pour... Scapin! Ah, ce nom vous fait rougir. Il vous a dit quelque chose de moi? Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire. Que l'on se rende au logis, j'y vais revenir tout à l'heure. Ah, traître! S'il faut que tu me déshonores, je te renonce, mon fils, et tu peux jamais te résoudre à fuir en ma présence! Me trahir de cette manière! Un coquin qui doit, par sans raison, cacher les choses que je lui dis, est le premier à les aller découvrir à mon père! Je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie! Ah, Scapin, que ne dois-je point à tes soins? Que tu es homme admirable, et que le ciel m'ait été favorable de t'avoir envoyé sur ma route. Ah, que j'ai de joie à vous voir, monsieur le coquin! Monsieur, votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Oh, vous vous jouez de moi! Ah, mais je vous apprendrai! Oui, je Eh, vous monsieur, apprendrai! Léon, Scapin! Monsieur, monsieur, Tu vas voir un peu! monsieur, je vous ai fait quelque chose? Oui, ce que tu m'as fait, tu vas me le payer! Oh! Tu m'as réchauffé la ville! Parle donc! Monsieur, je vous assure que je l'ignore. Ah, Octave, ne me retenez point! Je veux qu'il me confesse lui-même la perfidie qu'il m'a faite. Oui, je sais, traître! Le tour que tu m'as joué, on vient de me l'apprendre. Tu ne croyais pas peut-être que l'on me dût révéler ce secret. Mais je veux en avoir la confession de ta bouche, ou je vais te passer cette épée au travers du corps! Monsieur, je vous assure que je ne vois rien qui puisse... Ah, parle donc, nous verrons bien! Eh bien, oui, monsieur. Il est vrai que c'est moi qui ai bu avec mes amis ce petit carton de vin d'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours. Et que c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandis Oh de l'eau autour pour faire croire que le vin s'y était échappé. C'est donc toi, Pandare, qui m'a bu mon vin d'Espagne et qui a été cause que j'ai querellé la servante quand je croyais que c'était elle qui m'avait fait le coup. Oui, monsieur. Je vous en demande pardon. Ah, je suis bien aise d'apprendre cela. Mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Ce n'est pas cela? Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus. Monsieur... Et je veux que tu me la dises. Monsieur, voilà tout ce que j'ai fait. Ah, voilà tout! Eh bien, oui, monsieur. Il est vrai qu'il y a 6 mois que vous m'envoyâtes porter une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Oui. Je revins au logis, mes habits tout couverts de boue, le visage en sang, et vous dis que j'avais trouvé des brigands qui m'avaient bien battu et m'avaient dérobé la montre. C'était moi, monsieur. qui Oh, l'avais c'est retenu. toi, fourbe, qui m'a retenu ma montre! Oui, afin de savoir l'heure qu'il est. Ah, j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est encore pas cela que je demande. Ce n'est pas cela? Non, Monsieur, je ne me souviens pas d'avoir fait autre tu ne te chose. souviens donc pas? Et monsieur, à ce propos, vous souvenez-vous de ce loup-garou il y a 3 mois qui vous donna tant de coups de bâton Eh bien, et vous failliez faire rompre le cou dans Oui. ce cas vous tombâtes en fuyant. Et c'était moi, monsieur. ah, qui c'est faisais le toi, loup-garou. assassin, bandard, traître de tous les diables, qui Oui, faisait le loup-garou. oui, mais seulement pour vous faire peur et vous ôter l'envie de courir dehors toutes les nuits comme vous aviez de coutume. Je saurais me souvenir de tout ce que je viens d'apprendre, mais je veux venir au fait.
et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père? Oui, réponds, à mon père. Je ne l'ai pas seulement vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu, donc. Non, Assurément, assurément, c'est une chose que je vous fais dire par lui-même. c'est de sa bouche que je le tiens pourtant. Avec votre permission, il n'a pas dit toute la vérité. Monsieur, j'ai une nouvelle qui est fâcheuse pour votre âme. Comment? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerlinette. Et c'est elle-même, les larmes aux yeux, qui m'a demandé de venir vous dire promptement que si dans 2 heures, vous nous leur portez l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous l'allez perdre pour jamais. 2 heures! 2 heures! Oh! Mon pauvre Scapin, j'implore ton secours! Ah, mon pauvre Scapin. Je suis mon pauvre Scapin à cette heure. Oui, On a besoin de moi. Va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire. Et puis encore si tu me l'as fait. Non, ne me pardonnez rien. Passez-moi votre épée au travers du corps. Je serais ravi que vous me tuiez. Non, tu m'es trop précieux et je te prie de vouloir employer pour moi ce génie admirable qui vient d'aboutir de toute chose. Non, vous feriez mieux de me tuer. Ah, je te prie de sauver mon amour, plutôt. Non, tuez-moi, vous dis-je. Ah, cesse donc et pense à me donner le secours que je te demande. Scapin, il faut faire quelque chose pour lui. Le moyen après une avanie de la sorte? Voudrais-tu m'abandonner, Scapin, dans la cruelle extrémité où se voit mon amour? Me venir faire, à l'improviste, un affront comme celui-là? J'ai eu tort, je le confesse. Me traiter de coquin, de fripon, de pandard, d'infâme? J'en ai tous les regrets du monde. Me vouloir me passer son épée au travers du Ah, corps? je te demande pardon de tout mon cœur, Scapin. Et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, encore une fois, pour te conjurer de ne me point abandonner. Levez-vous. Et la prochaine fois, ne soyez point si prompte. Me promets-tu de travailler pour moi? On y songera. Mais tu sais que le temps presse. Et ne vous mettez point en peine. Combien est-ce qu'il vous faut? Eh bien, 500 écus. Et vous? 200 pistoles. Bon, je veux tirer cet argent de vos pères. Pour le vôtre, la machine est déjà toute trouvée. Quant au vôtre, bien qu'avare au dernier degré, il y faudra moins de façons encore. Car vous savez que pour ce qui est de l'esprit, il n'en a pas, grâce à Dieu, grande provision. Cela ne vous offense point. Il ne tombe entre lui et vous aucun soupçon de ressemblance. Et vous savez assez l'opinion de tout le monde, qui veut qu'il soit votre père uniquement pour la forme. Tout beau, Scapin, tout beau, tout beau. Oh, faites bien scrupule de cela. Vous moquez-vous? Et j'aperçois venir le père d'Octave. Commençons par lui puisqu'il se présente. Allez-vous-en, et prévenez vite votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle. Avoir si peu de conduite et de considération. S'en aller dans un engagement pareil à celui-là. Le voilà qui remine. Jeunesse impertinente. Monsieur, votre serviteur, Bonjour, Scapin. vous songez à l'affaire de votre fils? Et je t'avoue que cela me donne un furieux chagrin. Mon Dieu, monsieur, la vie est mêlée de traverses, et il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. J'ai ouï dire autrefois une parole d'un ancien que j'ai toujours retenue. Quelle est-elle? Pour peu qu'un père de famille ait été éloigné de chez lui, il doit promener son regard sur tous les désagréments que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée. Et ce qui ne lui est point arrivé, l'imputer à sa bonne fortune. Pour ma part, j'ai toujours appliqué cette leçon dans ma petite philosophie. Et je ne suis jamais revenu au logis que je ne me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux injures, aux bastonnades, aux étrivières, aux coups de pied au cul. Et ce qui a manqué de m'arriver, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Voilà qui est bien. Mais ce mariage impertinent, qui vient troubler celui que nous voulons faire, est une chose que je ne puis souffrir. Je suis allé voir des avocats pour le faire casser. Mon Dieu, monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par une autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès en ce pays, et vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines, vraiment. Tu as raison. Mais quelle autre voie? Il me semble que j'en ai trouvé une. La compassion de votre chagrin m'a obligé à trouver dans ma tête quelques petits stratagèmes pour ajuster vos affaires. Car je ne saurais voir d'honnêtes pères de famille chagrinés par leurs enfants que cela ne m'émeuve. Je te suis obligé. J'ai donc été voir le frère de cette personne qui a été épousée. C'est un de ces braves de profession qui sont tout coups d'épée, ne parlent que d'échiner et ne font point plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Je l'ai mis sur ce mariage et lui ai fait voir la facilité qu'offrait la raison de la violence pour le faire casser, vos prérogatives du nom de père,
et l'appui que vous donnerez auprès de la justice, et votre argent, et votre droit, et vos amis. Enfin, je l'ai tant tourné de tous côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelques sommes. Et il consentira à rompre le mariage pourvu que vous lui donnez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? Ah, d'abord des choses par-dessus les maisons, Quoi d'autre? des choses extravagantes. Mais encore! Il ne parlait pas moins de 5 ou 600 pistolets. 5 ou 600 vieux cartels puissent me faire serrer? Est-il fou? Ah, c'est ce que je lui ai dit. J'ai rejeté bien loin de pareilles propositions, et lui ai fait voir que vous n'étiez point une dupe pour nous demander des 5 ou 600 pistoles. Enfin, après plusieurs discours, voici où s'est rendu le résultat de notre conférence. Nous voilà autant, m'a-t-il dit, que je dois partir pour l'armée. Je suis apprêt à m'équiper, et le besoin que j'ai de quelque argent me fait consentir à ce que l'on me propose. Il me faut un cheval de service. Je n'en saurais en avoir un temps soit peu raisonnable à moins de 60 pistoles. Oh, eh bien pour 60 pistoles, je les lui donne. Il me faut aussi le harnais et les pistolets, et cela ira bien à 20 pistoles encore. 20 pistoles, les 60, ça fait 80. Et justement, Cela fait beaucoup, mais soit. Il Je me- consens à les lui donner. il me faut encore un cheval pour mon valet, qui coûtera bien 30 pistoles. Comment diantre qu'il aille se promener? Il n'aura rien. Considérez... Non, c'est un impertinent. Monsieur, voulez-vous que son valet aille à pied? Qu'il a comme il lui plaira. Et le maître aussi. Et il me faut encore un mulet pour porter, qui coûtera bien 10 ou 20 pistoles. Comment diable, il n'aura rien. Monsieur, Nous irons devant les juges. faites réflexion. Non, nous plaiderons. Monsieur, un petit mulet. Nous plaiderons, il n'aura pas un âne. Eh monsieur, à quoi vous résolvez-vous là? Jetez un peu les yeux sur les détours de la justice. Vous voyez combien d'appels et de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes, et combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer. Sergents, avocats, procureurs, juges, rapporteurs, substituts et leurs clercs. Il n'y a pas un de tous ces oiseaux-là qui, pour la moindre chose, soit capable de donner un soufflet au meilleur droit du monde. Un sergent baillera de faux exploits, sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez. Votre procureur s'entendra avec votre parti, et vous vendra à beau denier comptant. Votre avocat, gagné de même, ne se trouvera point lorsqu'on plaidera votre cause, ou ne dira des raisons qui ne feront que battre la campagne, et ils n'iront point au fait. Le greffier délivrera par contumace des sentences et arrêts contre vous. Le clerc du rapporteur soustraira des pièces, ou le rapporteur lui-même ne dira pas ce qu'il a vu. Et quand, par les plus grandes précautions du monde, vous aurez paré à tout cela, vous serez ébahi d'apprendre que vos juges auront été sollicités contre vous, soit par des gens dévots, soit par des femmes qu'ils aiment. Eh monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est être damné dès ce monde que d'avoir à plaider, et la seule pensée d'un procès pourrait me faire fuir jusqu'aux Indes. À combien est-ce qu'il fait monter le mulet? Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et celui de son homme, pour le harnais, les pistolets et quelques petites choses qu'il doit à son hôtesse, il demande en tout 200 pistoles. 200 pistoles. Oui, Nous plaiderons. mais considérez... Nous plaiderons. Eh monsieur, pour plaider, il faudra de l'argent. Il vous en faudra pour l'exploit, pour le contrôle, pour la présentation, pour la procuration. Il vous en faudra pour la journée du procureur. Il vous en faudra pour les signatures, sentences, arrêts, façon d'appointement. Il vous en faudra pour les épices de conclusion, le droit de retirer le sac et les grosses écritures. Sans compter tous les pas et les chagrins que vous allez vous attirer. Monsieur, j'ai fait en moi-même un petit calcul des frais de la justice. Et j'ai trouvé qu'en donnant 200 pistoles à votre homme, vous en serez quitte pour au moins 150. Comment 200 pistoles? Oui, et quand il n'y aurait qu'à donner 300 pistoles, j'aime mieux faire cela plutôt que d'essuyer les plaidoiries de méchants plaisants d'avocats. Je défie les avocats de dire ce qu'ils voudront. Nous plaiderons. Vous ferez comme il vous plaira. Je ne donnerai pas 200 pistoles. Voici l'homme dont il s'agit. Fais-moi connaître un peu cette argante qui est père d'Octave. Et pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire rompre par justice le mariage de ma sœur. Je ne sais pas s'il a cette idée-là, mais il ne veut point consentir aux 200 pistoles que vous lui demandez. Et il dit que c'est trop. Par un mort, par la tête, par le ventre. Si je le trouve, je le vais échiner. Du sais-je être roué tout vif. Mais peut-être que ce père d'Octave aura du cœur et il ne vous craindra point. Lui, par la sang par la tête. S'il était là, je lui donnerais tout à l'heure de l'épée dans le ventre.
Qui est cet homme-là? Ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. N'est-ce point quelqu'un de ses amis? Non, au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital? Oui. Ah, parbleu, j'en suis ravie. Monsieur, vous êtes ennemi de ce faquin d'Argante? Oui, monsieur, je vous en réponds. Touchez-la, touchez. Je vous donne ma parole et vous jure sur mon honneur, par l'épée que je porte, par tous les serments que je saurai faire, que d'ici la fin du jour, je vous déferai de ce maraud fiefé, de ce faquin d'Argante. Et monsieur, les violences sur ce pays ne sont guère souffertes. Je me moque de tout et je n'ai rien à perdre. Et il a des amis et des domestiques dont il se fera assurément un secours contre votre ressentiment. C'est ce que je demande, morbleu, c'est ce que je demande. À tête, à ventre, que ne le trouvais-je à cette heure-ci, avec tout son secours? Que ne paraît-il, à mes yeux, il y a de 30 personnes? Que ne les vois-je fondre sur moi, les armes à la main? Ah! Comment, Marot, vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Allons, morbleu, tue! Poids-quartier, donnons, poussons, ferme! À coquin, à canaille, vous en voulez par là? Je vous en ferai tâter votre soule. Allons, soutenez, Mao, soutenez! À cette botte, à cette autre, à celle-ci, à celle-là! Comment? Vous reculez? Qui est ferme, morbleu, qui est ferme? Monsieur, nous n'en sommes pas. Voilà qui vous apprendra à vous oser jouer de moi! Eh bien, voyez combien de personnes tuées pour 200 pistoles. Oh, je vous souhaite une bonne fortune. Scapin, Plaît-il? je consens à donner les 200 pistoles. J'en suis ravi, pour l'amour de vous. Allons le trouver pour que je lui donne l'argent. Non, il ne faut pas, pour votre honneur, que vous paraissiez là-bas après avoir paru ici pour quelque autre que vous êtes. Et de plus, je ne crains qu'en vous faisant connaître, il n'alla s'aviser de vous demander davantage. Donnez-moi cet argent, je ne manquerai pas d'y aller. Scapin, c'est que j'aimerais savoir où est-ce que je mets mon argent. Mon Dieu, monsieur, vous défiez-vous de moi? Je suis un fourbe ou je suis un honnête homme, c'est l'un des deux. Est-ce que j'aurai à cette heure un autre intérêt que le vôtre et que celui de mon maître à qui vous voulez vous allier? Non, mais c'est... Mais si je vous suis suspect, vous n'avez qu'à trouver dès cette heure quelqu'un qui arrangera vos affaires. Prends cet argent. Non, vous dis-je. Que le sait-on si je ne veux pas vous le dérober? Prends-le et ne me fais pas insister davantage. Ce que vous le voulez, J'irai t'attendre chez le Seigneur Géronte. je vous irai rejoindre. Et d'un, je n'ai plus qu'à aller chercher l'autre. Le voilà qui arrive. On dirait que l'un après l'autre, le ciel les amène dans mes filets. Oh ciel! Oh disgrâce imprévue! Oh misérable père! Pauvre Géronte, que feras-tu? Oh là, que dit-il là de moi avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où se trouve le Seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Mais me voici! En vain je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Qu'est-ce que c'est donc? Ah, il faut qu'il soit caché dans un endroit qu'on ne puisse point deviner. Oh là, tu es aveugle que tu ne me vois pas! Ah, monsieur, il y a 1 heure que je vous cherche, il n'y a pas moyen de vous trouver. Il y a 1 heure que je suis devant toi, qu'est-ce donc qu'il y a? Monsieur... Quoi? Monsieur, votre fils... Ah, eh bien, mon fils! est tombé dans une disgrâce la plus grande du monde. Ah, laquelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste de ce je ne sais quoi que vous lui avez dit, où vous m'avez traité fort mal à propos. Et tâchant de divertir cette tristesse, nous allâmes nous promener sur le port, où, entre autres choses, nous vîmes une galère turque fort bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous proposa d'y entrer et nous donna la main. Nous y avons passé. Il nous fit 1000 civilités et nous donna la collation. Nous y avons mangé des fruits exquis et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Et qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur, j'y viens. Alors que nous mangions, il fit mettre la galère en mer. Et une fois que nous sommes vus au large, il me fit mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez par moi tout à l'heure 500 écus, il va vous envoyer votre fils esclave en Alger. Comment? Tiens, 500 écus! Oui, et il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, le pandard de Turc m'a assassiné de la façon! Ah, va-t'en, Scapin, va-t'en dire à ce scélérat que je m'en vais envoyer la justice après lui! La justice en pleine mer, vous vous moquez. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne devinait pas cette infortune. Tiens, Scapin, il
Il faut que tu fasses là l'action d'un serviteur fidèle. Et quel? Tu iras voir ce Turc. Oui. Tu lui diras qu'il me rend mon fils. Fort bien. Et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé l'argent qu'il faut. Ben, monsieur, songez-vous que ce Turc ait si peu de conscience que vous allez accepter un misérable comme moi à la place de votre fils? Ah mais que diable allait-il faire dans cette galère? Et une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus, n'a-t-il point de conscience? Oui, vraiment, de la conscience à un Turc. Ah mais sait-il au moins ce que ça représente que 500 écus? Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Et croit-il, le traître, que 1500 livres se trouvent dans le pas de n'importe quel cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Ah mais que diable allait-il faire dans cette galère? Et ne devinez pas cette infortune, monsieur. Tiens, Skip, tiens. Voici la clé de mon armoire. Oui, Tu l'ouvriras. fort bien. Tu trouveras du côté gauche une grosse clé, Bien. qui est celle de mon grenier. Bon, Tu prendras toutes les hardes que tu trouveras dans cette grande manne, tu les vendras au fripier, puis tu iras racheter mon fils. mais monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous me dites là. Et songez qu'il ne m'a donné que 2 heures. Hélas, mon pauvre maître, ne te reverrai-je de mes yeux? Si ça se trouve, à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel m'est témoin que j'aurais fait pour toi tout ce que j'ai pu pour te sauver. Et que si tu manques à être racheté, il ne faut en accuser que le peu d'amitié d'un père. Ah, je m'en vais écrire celle-là. N'est-ce pas 400 écus qu'il demande? Non, 500 écus. 500 écus? Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Y avait-il point d'autre promenade? Sûrement, mais faites promptement. Ah, maudite galère! Cette galère lui tient au cœur. Tiens, Scap, je ne me souvenais justement pas que je venais de me faire verser cette somme en or. Et je ne crus pas en être séparé aussitôt. Tiens, va-t'en, va racheter mon fils. Oui, monsieur. Ah, mais tu diras à ce scélérat de Turc que c'est un traître, Oui, qu'il me prend cet argent contre toutes sortes de droits, oui, que je lui les donne, ni à la vie ni à la mort. laissez-moi faire. Si je le trouve, je saurai me venger de lui. Oui. Tiens, va-t'en, va racheter mon fils. Oh là, monsieur. Quoi? Où est donc cet argent? Mais je viens de te le donner. Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Ah, va t'en récupérer mon fils. Allez, tranquille, monsieur. Il n'aura pas affaire à un innocent. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Maudite galère! Traître le Turc à tous les cas! Il ne peut supporter les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte pour autant envers moi. Et il me paiera en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Ah, Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il se trouve? Pour vous, voilà qui est fait. Voici vos 200 pistoles. Que tu me donnes de joie. Et pour vous, je n'ai rien pu faire. Oh! Il faut donc que j'aille mourir si Zerbinette m'est ôtée. Oh là, comme diantre, vous allez vite. Mais que veux-tu que je devienne? Allez, j'ai votre affaire ici. Ah! Mais à condition que vous me promettez une petite vengeance contre votre père. Oui, tout ce que tu voudras. Vous me le promettez fort témoin. Oui, oui, oui. Allez, voici vos 500 écus. Ah, tu me redonnes la vie. Allons-en promptement racheter celle que j'adore. Oui, vos amants auraient été entre eux que vous fussiez ensemble et nous nous acquittons de leur ordre. Un tel ordre n'a rien qui me soit défavorable. J'accueille avec joie une compagnie de la sorte, mais il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui existe entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition. Ne souhaite-moi personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque? Pour l'amour, c'est une autre chose. On y prend beaucoup de risques. Je ne suis pas si hardie. Vous l'êtes, que je crois, contre mon maître maintenant. Et ce qu'il vient de faire pour vous va vous donner du cœur à répondre comme il faut à sa passion. Je ne m'en fie encore que de la bonne sorte, et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement ce qu'il vient de faire. J'ai le moment joué, et ça cesse, chérie. Mais tout en rien, je suis sérieuse sur de certains chapitres, et ton maître s'abusera s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour me voir toute nuit. Il doit lui occuper autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. C'est là exactement tout comme il l'entend.
Il ne prétend à vous qu'en tout bien et en tout honneur. Et je n'aurais pas été homme à me mêler de la chose s'il avait eu une autre pensée. Ce que je veux croire, puisque vous me le dites, mais du côté de père, je prévois des empêchements. Nous trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance entre nos deux destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Nous nous trouvons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux dans les mêmes infortunes. Vous avez cet avantage en moi, que vous savez de qui vous êtes né, que l'appui de vos parents, que vous pouvez faire connaître, est capable d'ajuster tout, peut assurer votre bonheur et faire du consentement au mariage quand il fait. Mais pour moi, je ne rencontre aucune sécurité dans ce que je puis être. Et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas la volonté d'un père qui ne regarde que les biens. Mais aussi avez-vous cet avantage que l'on ne tombe point par un autre parti, celui que vous aimez. Le changement de coordonnement n'est passé qu'un peu le plus prendre. On peut naturellement se mériter de garder sa conquête. Ce que je vois le plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle, auprès de qui tout de mérite ne sert de rien. Hélas, pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent troublées? La douce chose que d'aimer, lorsqu'il n'y a point d'obstacle entre ces deux chaînes qui lient deux cœurs entre eux. Vous vous moquez. La tranquillité en amour est un charme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux. Il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs et augmentent les plaisirs. Mon Dieu, Scapeux, fais-nous un peu de ces récits qui, comme indiqué, si plaisants, d'où stratagème dont tout est avisé pour tirer de l'argent de ton veillard à bas. Voilà Sylvestre qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête une petite vengeance qui ne saurait attendre. Pourquoi, de gaieté de cœur, veux-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires? Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit, tu quitterais le dessin que tu as si tu m'en voulais croire. Oui, mais c'est moi que j'en croirais. À quoi diable te vas-tu amuser? De quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que sans nécessité, tu vas courir risque à une venue de coups de bâton. Eh bien, c'est au dépend de mon dos et non pas du tien. C'est vrai, ce sont tes épaules et tu en demeuras comme il te plaira. Allez, je vous irai bientôt rejoindre. Je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent jamais rien entreprendre. Et il ne sera pas dit qu'impunément on m'ait laissé en état de me trahir moi-même et de dévoiler des secrets qu'il fut bon que l'on ne sût pas. Eh bien, Scapin, qu'en est-il de l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez, vous, le péril le plus grand du monde. Moi? Oui, et à l'heure que je parle, on vous charge de tous côtés pour vous tuer. Ah, mais qui? C'est le frère de cette personne qui a été épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre le mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et de vous tuer pour venger son honneur. Et ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous côtés pour vous tuer et interrogent ce qu'ils trouvent. J'ai même vu des soldats de sa compagnie qui demandent de vos nouvelles et occupent par peloton les avenues de votre maison. Si bien que vous ne sauriez y aller, vous ne sauriez faire ni un pas ni à droite ni à gauche, que vous ne tombiez entre leurs mains. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Et je ne sais pas, monsieur, et voilà une étrange affaire. Ah, ne saurais-tu trouver quelque moyen de lui donner peine? J'en imagine bien, mais je courrais risque, moi, de me faire assommer. Ah, mais Scapin, montre-toi un serviteur zélé, je t'en prie, ne m'abandonne point. Et je le veux bien. J'ai pour vous une compassion naturelle qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Ah, tu seras récompensé, je te l'assure. Ah, et je te promets même cet habit. Quand je l'aurai usé. Hein. Bah, attendez, voici une affaire où je me suis trouvé forte à propos pour vous sauver. Regardez, il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que vous vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose et je vous porterai au travers de vos ennemis jusque dans votre maison, où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Hein? Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez jusqu'au fond et que vous vous gardiez de vous montrer. Et surtout, ne branlez pas quelque chose qui puisse arriver. Oh, laisse faire, je saurai me tenir. Cachez-vous. Voilà un spadassin qui vous cherche. Quoi?
Je n'aurai pas l'avantage de tuer ce Géronte et quelqu'un par charité ne m'enseignera pas où il se trouve? Ne branlez pas. Carrériste, je le trouverai ce casse-à-tire au centre de la terre. Ne vous montrez pas. Et vous, monsieur l'homme, vous pensez savoir où est-il, Seigneur Géronte? Vous cherchez le Seigneur Géronte, monsieur? Oui, mordi, je le cherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Oui, je veux carrériste se faire mourir sur les coups de bâton. Ah, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à un homme comme lui. Qui? C'est Fa de Géronte, ce maraud, ce bélitre? Ah, monsieur, le Seigneur Géronte n'est ni Fa, ni maraud, ni bélitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'une autre façon. Comment? Tu me traites à moi avec cette hauteur? Je défends comme je dois un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu es de ses amis? Oui, monsieur, j'en suis. Ah, carrériste, tu es de ses amis. À la bonne heure. Tiens! Tiens! Ah! Ah, monsieur! Ah, monsieur! Adieu, As. Porte-lui cela de ma part. Ah, diable soit le gascon! Oh, scapage, je n'en puis plus! Ah, monsieur, je suis moulu et les épaules me font mal Ah, mais épouvantable. comment? C'est sur les miennes qu'il a frappé! Déni, c'est sur mon dos qu'il frappait. Ah, mais j'ai bien senti les coups et je les sens encore! Non, ce n'est que le bout du bâton qui est allé jusque sur vos épaules et... Oh, tu devrais te retirer un peu par là-bas pour m'épargner. Regarde, non. en voici un autre qui a la mine d'un étranger. Partez, va courir comme une basque et ne pouvoir point tout faire de tous les jours, dit Seigneur Géronte. Cachez-vous bien. Et pour l'homme au sac, vous pensez savoir où est Géronte que moi je cher? Non, monsieur, je vous assure que je ne sais pas où est Géronte. Il me semble que je vois remourir quelque chose là-dedans. Pardonnez-moi, monsieur. Style est assurément quelque histoire là-dedans. Point. Moi, d'avoir envie de donner un coup d'épée au travers de ce sac. Ah, messieurs, gardez-en vous bien. Allons, dites-le-moi un peu, fou, qu'est-ce là? Vous n'avez que faire de voir ce que je transporte. Je vais vouloir voir, moi, te dis-je. Tout beau, monsieur. Comment? Tout beau? Et ce sont des hardes qui m'appartiennent. Ah, montre-le-moi, vous, te dis-je, où je vais faire pailler de cette bastonne dessus les épaules de toi. Je n'en ferai rien. Tu as envie d'être battu? Faites comme il vous plaira. Ah, nous allons t'assommer. Tiens. Ah, monsieur, doucement. Ah, monsieur. Tiens, laisse là une petite leçon pour lui apprendre à toi à parler une solamente à moi. Ah, peste soit du baragouineux. Ah, je suis roué! Ah, je suis mort. Pourquoi diable faut-il qu'il frappe sur mes épaules? Prenez garde. Oh, non. Voici une demi-douzaine de soldats tout ensemble. Allons, camarades, tâchons de trouver ce Géronte. N'épargnons point nos pas. Cherchons partout, furetons de tous côtés, courons toute la ville. Par où irons-nous? Tournons par ici. Non, par là. À droite, à gauche. Nenni, si fait. Cachez-vous bien. Ah, camarade, voici son valet. Il faut qu'aucun que tu nous enseignes où est ton maître. Eh, messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dépêche, vite, tôt, hâte-toi, expédient, parle. Messieurs, doucement. Si tu nous dévoiles où est ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. Je préfère souffrir toute chose plutôt que de découvrir mon maître. Ah, tu as envie d'être battu? Je me moque de cela. Eh bien, nous allons t'assommer. Ah, traître! Ah, serre-moi! C'est ainsi que tu m'assassines! Ah! Tu me le paieras, je te jure! S'il plaisait, qu'il vous double de ce veillard. Ah, il n'y a rien de plaisant à cela, vous n'avez que faire d'en rire! Quoi? Que voulez-vous parler, monsieur? Ah, je veux dire que vous ne devriez pas vous moquer de moi! De vous? Oui, de moi! Comment? Qui suis-je moquer de vous? Pourquoi venez-vous ici pour me rire au nez? Cela ne vous regarde point. Je ris toute seule d'un conte qu'on m'y vient de faire.
plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui est joué par un fils de son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père et pour en attraper de l'argent? Oui, pour pas que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposée pour vous lui dire l'affaire. C'est de ma gestion naturelle à faire part de compte que je sais. Ah, je vous prie, dites-moi cette histoire. Ok, je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous le dire. C'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. Voilà. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi un bande de personnes qu'on appelle égyptiens, qui vont de province en province et parlent de la bonne fortune et quelquefois d'autres choses. Dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas. Mais voilà, comme tous les jeunes gens qui croient qu'il lui suffit de parler quelques mots et leurs affaires sont faites. Mais il a trouvé une fierté qui a corrigé ses premières pensées. Il fit connaître sa passion au jour qui m'y tenait, qui se trouva disposé à me laisser à lui moyennant quelques sommes. Mais il a un problème, un petit problème. Mon amant, il est dans un état qui est très commun pour la plupart des fils de famille. C'est-à-dire, il est un peu dénué de l'argent. Mais il a un père, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez, je ne me souviens son nom. Aidez-moi. Vous connaissez quelqu'un dans cette ville qui est connu pour être un avare de rien point? Un avare au dernier point? Non. Ok. Bon, il a son nom c'est j'ai honte. Voilà mon filon. Je l'ai trouvé. C'est l'adresse-là que j'ai dit. Pour venir à notre compte, nos gens ont voulu que nous partions de cette ville aujourd'hui et mon amant m'avait perdu fort d'argent. Si, pour en tirer de votre père, il n'avait pas trouvé d'aide et de secours dans le serviteur qu'il a. Le nom de serviteur, je sais à merveille. Il s'appelle Escapin. Il est un homme incomparable. Il mérite tous les compliments qu'on peut donner. Coquin que tu es! Voici le stratagème dont il a servi pour attraper sa dupe. Pardon. Je ne saurais me souvenir que je n'ai rien de tout mon corps. Voilà. Il est allé trouver ce chien avare et lui dit qu'il est tout qu'on élevait son fils et il voulait 500 écus pour les rendre. 500 écus. 500 écus sont justement 500 écus de poignards qu'on lui donne. Il a trouvé 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après les Turcs. Il sollicite à son valet de tenir la place de son fils. Jusqu'à il l'a attrapé et il amassait d'argent
qu'il ne veut pas donner. Et il abandonne. Il veut faire les 500 écus. Avec 4 ou 5 vieux habits qui ne valent que 30. Les valets lui fait comprendre l'impertinence de ses propositions. Et chaque réflexion est accompagnée de... Que diable n'es-tu fait, cette galère? Maudite galère! Traite de tout! Et après beaucoup de gémis et suspicions... Mais il me semble que vous n'ayez point de me compte. Que vous dites? Je dis que le garçon est un insolent et qu'il sera puni par son père du tour qu'il lui a fait. Que la jeune fille, cette égyptienne, c'est une impertinente, une malavisée de venir ici, dire des injures à un homme d'honneur et débaucher les enfants de famille. Et le valet se scellera! Il sera envoyé au gibet par Géronte même, avant que le soleil ne se lève! Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Oui, je viens de m'en douter. Je me suis adressée à lui-même sans y penser et lui conter son histoire. Comment? Son histoire? Oui. J'étais tout remplie de contes, mais qu'importe. Tant pis pour lui. Je ne vois pas que les choses pour nous on puisse être ni pis ni mieux. Vous aviez grande envie de babiller et savoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. Hola, Sylvestre. Rentre à la maison, voilà mon maître qui m'appelle. Vous vous êtes accordé, coquin? Vous vous êtes accordé? Vous, mon fils escapin, pour me fourber? Et vous croyez que je l'endure? Monsieur, si c'est Scapin qui vous fourbe, je m'en lave les mains. C'est ce que nous verrons! C'est ce que nous verrons! Mais je ne prétends pas qu'on puisse passer la plume au bec! Ah, Seigneur Argand, vous me voyez accablé de disgrâce! Vous me voyez dans un accablement tout aussi horrible! Ah, le bandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus! Et le même bandard de Scapin, par une fourberie également, m'a pris 200 pistoles! Ah, il ne s'est pas seulement contenté de m'arracher 500 écus, il m'a traité d'une manière dont j'ai honte de parler. Mais il me le paiera! Je lui ferai payer la pièce qu'il m'a jouée! Ah, je compte faire de lui une vengeance exemplaire! Plaise au ciel que je n'ai point ma part. Ah, ce n'est pas encore tout, Seigneur Argand, ce n'est pas encore tout. Et comme un malheur est souvent l'avant-coureur d'un autre, je me réjouissais aujourd'hui d'avoir ma fille, en qui j'avais mis toute ma consolation. Mais mon homme qui vient de Tarente m'a assuré qu'il s'était embarqué il y a fort longtemps. Et on croit qu'elle a péri dans le vaisseau dans lequel elle était. Seigneur Géronte, pourquoi avoir laissé votre fille à Tarente et ne pas l'avoir gardée avec vous? Ah, j'ai eu mes raisons. Et des intérêts de famille ont fait que j'ai dû garder ce second mariage secret. Qui vois-je? Ah, te voilà, nourrice. Ne m'appelle plus comme ça, appelle-moi Géronte. Les raisons qui ont fait que j'ai pris ce nom parmi vous à Tarente ont cessé. C'est que ce changement de nom nous a causé bien des troubles et des inquiétudes dans les soins que nous avons pris pour vous chercher ici. Où est ma fille? Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Cependant, avant que de vous la faire fort, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement ou faute de vous trouver, je me suis trouvée avec elle. Ma fille mariée? Oui, monsieur. Et avec qui? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante. Oh ciel! Ah mais mène-nous promptement au lieu où elle est! Ah passez devant! Quelle rencontre! Suivez-moi, Seigneur! Voilà une aventure tout à fait surprenante. Eh bien, Sylvestre, que font nos gens? J'ai 2 amis à te donner. L'un est que l'affaire d'Octave est raccommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvée fille du seigneur Géronte. Le hasard a fait ce que les pères avaient délibéré. D'autre part, les vieillards font
épouvantables, surtout le seigneur Géronte. Et cela n'est rien, les violences, les menaces ne m'ont jamais fait de mal. Et ce sont des paroles qui passent bien loin au-dessus de nos têtes. Prends garde, les fils pourraient se raccommoder avec les pères, et toi demeurer dans la nasse. Sois tranquille, nous trouverons moyen d'apaiser leur courroux. Retire-toi, les voilà qui sortent. Allons, ma fille, venez chez moi. Ma joie aurait été parfaite si j'avais pu y voir votre mère avec vous. Oh, voici Octave. Ah, venez, mon fils. Nous vous en fait, on dit, pour fêter l'arrivée de votre... Non, mon père! Vos propositions de mariage ne me serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous. Et l'on vous a dit mon engagement. Oui, mais vous ne savez pas que... Je sais tout ce qu'il faut savoir. La fille du seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. Ah, mais c'est elle. Non! Excusez-moi, monsieur, mais mes résolutions sont prises. Écoutez, Non, tais-toi! Je n'écoute rien. Retourne en latrine. Voici mon aimable Hyacinthe. C'est à elle, mon père. Je vivre sans elle. Mais puisque c'est elle qu'on t'accorde... Diable, détourdi! Mais oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé une voleur de peine. Allons, Seigneur Arcante, allons chez moi, nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Là, attendez, mon père, attendez. Je vous demande par grâce que je ne sois point séparé de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera connaître de l'estime pour elle lorsqu'il sera connu de vous. Ah, voulez-vous que je tienne chez moi cet inconnu et qui tantôt m'a dit au nez 1000 sottises? Monsieur, je vous prie de m'excuser. Je n'aurais pas parlé de la sorte et si j'avais su que c'était vous. Je ne vous connais que des réputations. Ah, et comment ça que de réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel et je réponds de sa vertu. Ah, voilà qui est fort bien. Voudrait-on que je mariasse mon fils avec elle? Une inconnue qui fait le métier de coureuse? Mon père, ne souffre point que j'aime une inconnue, sans naissance et sans famille. Celle de qui je l'ai rachetée viennent de m'apprendre qu'elle est de cette ville et d'honnête famille. Et ils m'ont donné ce bracelet pour aider à reconnaître ses parents qui l'ont dérobé. Ce bracelet... Il appartient à la fille que l'on m'a pris à l'âge que vous dites. Votre fille? C'est très... Je ne puis me tromper. Ma chère fille. Aussi elle, que d'aventures extraordinaires. Messieurs, Quoi? il est arrivé un accident étrange. Le pauvre Scapin. Oh, c'est un cocard, je veux le voir pendre! Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. On passant contre un bâtiment, lui a tombé un marteau de tailleur en pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt et il m'a prié de l'amener ici pour pouvoir vous parler avant qu'il meure. Et où est-il? Messieurs. Messieurs. Vous me voyez dans un bien étrange état. Messieurs, je viens vous demander pardon. Pour toutes les choses que je puis vous avoir fait. Et à toutes les personnes que je puis vous avoir offensées. Et particulièrement le seigneur Argante et le seigneur Géronte. Va, Scapin, je te pardonne. Meurs en repos. C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé par les malheureux que de... Oh, ne parle plus, je te pardonne aussi. Monsieur, c'est Ah. une témérité bien grande. Ah, mais laissons cela, laissons cela. Monsieur, j'en ai une douleur... Ah, mais mon Dieu, tais-toi. Monsieur, le malheureux que de- Ah, mais ne dis plus rien, je te pardonne. Voilà, ne dis plus rien, ne dis plus le mot. Je me sens tout soulagé à cette annonce. Ah, je te pardonne cependant à la charge que tu mourras. Comment? Ah, je me dédie de ma parole si tu en réchappes. Je sens mes faiblesses qui reprennent. Seigneur Géronte, je vous prie de le pardonner sans condition. Soit, je lui pardonne. Eh bien, allons souper, pour mieux goûter notre plaisir. Et moi, qu'on me porte au bout de la table en attendant que je meure.
Bonsoir à tous, vous venez de voir la deuxième des fourberies de Scapin. On va d'abord faire quelques remerciements. D'abord, merci à notre club, les Gueules des Bois. Merci à notre actionnaire, le BDA. Merci à la commune pour les décors. Merci à Iris pour la capta vidéo et à Pix pour la couverture. On va maintenant remercier nos acteurs dans le rôle de Léandre, Mathéo. Dans le rôle de Zerbinette, Louana. Dans le rôle de Nérine, Sénat. Dans le rôle de Karl, Asma. Dans le rôle du Seigneur Géronte, Joseph. Dans le rôle de Sylvestre, Cécile. Dans le rôle de Scapin, Nélio. Dans le rôle de la belle Hyacinthe, Logan. Dans le rôle d'Octave, Julien. Et dans le rôle d'Argante, Mathéo. On remercie la régie, merci Nathan. Et merci à ceux qui sont blablabla. Merci. Merci à vous, public. Vous venez de voir la deuxième des fourberies de Scapin. On se retrouve pour la dernière des fourberies de Scapin demain, même endroit à 20h. Et voilà.